Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission Santé intime. Je suis une nouvelle fois accompagnée du docteur Solano, médecin sexologue, qui va aujourd'hui répondre à une question que je trouve très importante. Pourquoi est-ce que les femmes sont beaucoup plus exposées aux infections sexuellement transmissibles, notamment au VIH-Sida? Bonjour docteur Solano. Bonjour Henriette. Alors docteur, devant les infections sexuellement transmissibles, moi je trouve qu'il n'y a pas de justice, vu que les femmes sont beaucoup plus à risque. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Oui, on sait que pour le VIH-Sida, en tout cas, sans préservatif, lors d'une relation sexuelle, quand il y a une pénétration vaginale, eh bien le risque de transmission, il est 2 fois plus élevé pour la femme si l'homme est séropositif que pour l'homme si sa partenaire est séropositive. Excusez-moi d'insister là-dessus, mais je trouve cela totalement injuste. Pourquoi cette différence? Moi aussi, je trouve ça injuste, c'est pour ça que je vais en parler. Cette différence, elle s'explique par des mécanismes biologiques. Ça, on n'y peut pas grand-chose. C'est que la surface sexuelle féminine interne, qui est perméable au virus, c'est-à-dire la surface qui laisse traverser le virus du VIH-Sida et qui laisse donc le virus entrer dans l'organisme, eh bien, c'est la surface vaginale. Et cette surface, elle est beaucoup plus étendue que la surface perméable au virus chez l'homme, parce que chez l'homme, c'est seulement la surface du gland et l'intérieur du prépuce, donc une zone qui est beaucoup plus petite. Et du coup, voilà, ça passe plus facilement de l'homme vers la femme que de la femme vers l'homme. Et est-ce que pour les infections sexuellement transmissibles, autres que le VIH, les femmes sont également plus à risque que les hommes? Oui, malheureusement, on sait que pour, par exemple, les chlamydia, les blénorragies, ce qu'on appelle aussi la gonococcie, eh bien, chez les jeunes filles de 14 à 19 ans, il y a un risque nettement plus élevé que chez les garçons du même âge. Et quelle en est l'explication? Donc c'est toujours injuste. Alors l'explication, là c'est un peu différent, c'est que les toutes jeunes filles, mais souvent elles ont un partenaire plus âgé qu'elles. Et résultat, ce partenaire plus âgé, souvent il a pu avoir plusieurs partenaires féminines, et donc il va présenter plus de risques d'être porteur d'une IST, et donc forcément ça augmente le risque pour les filles, alors que les garçons qui sont très jeunes, en général, ils ont des rapports sexuels avec une fille plutôt plus jeune qu'eux, et donc il n'y a pas, quand c'est leur première fois, si vous voulez, il n'y a pas beaucoup de risques de se transmettre ce genre d'infection sexuellement transmissible. Voilà. Je n'ai vraiment pas de chance. J'aimerais savoir, docteur, si les règles, les menstruations, ont une quelconque incidence sur la transmission des IST. Tout à fait. Oui, pendant les règles, la femme, elle est beaucoup plus vulnérable, donc elle peut plus facilement contracter une IST. Et il faut savoir aussi que pendant les règles, son partenaire aussi, il y a une augmentation du risque de transmission d'IST, d'infections sexuellement transmissibles, particulièrement par exemple pour les hépatites. Eh bien, je comprends qu'il est primordial de faire de la prévention auprès des jeunes femmes. Oui, alors là, la prévention auprès des jeunes femmes, c'est vraiment important parce que pendant les 2 à 3 années qui suivent les premières règles, leur appareil génital n'est pas encore tout à fait mature et donc il est plus réceptif aux infections sexuellement transmissibles. Et en plus, ce qui est embêtant, c'est que plus une jeune femme, elle est toute jeune, plus elle va avoir de mal à dire non à un garçon plus âgé, dont elle est vraiment amoureuse. Et résultat, c'est pas évident. En plus, un jeune homme très jeune, il va être moins à l'aise avec le préservatif qu'avec un homme qui a un petit peu d'expérience. Du coup, tout ça accumulé fait que les très jeunes femmes, elles sont vraiment à très haut risque. Eh bien, merci beaucoup, docteur Solano, pour tous ces éclaircissements. Nous passons maintenant à vos questions, chers téléspectateurs. Et voici une première question qui nous vient de Grégoire. Il dit, docteur, je suis l'un de vos fans, vous avez des fans, docteur, et je vous écris pour avoir une solution à un problème que mon épouse observe depuis quelques jours. Un liquide coule de son vagin avec une odeur nauséabonde qui ressemble à l'odeur du pu. De quoi peut-il s'agir et quelle solution existe-t-il? Alors, ce que décrit Grégoire, c'est vraiment connu, c'est probablement ce qu'on appelle une vaginose bactérienne. Souvent en médecine, on dit même que ça a l'odeur du poisson pourri, les pertes, quand on a une vaginose bactérienne. En fait, c'est extrêmement désagréable et gênant, bien sûr, et cette odeur, elle a tendance à augmenter après un rapport sexuel. Et souvent, la couleur des pertes, c'est un peu grisâtre. Mais d'où vient cette vaginose bactérienne? La vaginose bactérienne, ça n'est pas une infection sexuellement transmissible. En fait, c'est dû à un déséquilibre de la flore vaginale. Donc, comme il y a un déséquilibre, normalement, la flore vaginale est équilibrée. Et quand il y a des bactéries, si vous voulez,
ça veut dire qu'elle est équilibrée, qu'il y a des bactéries qui sont des amis à l'intérieur du vagin. Et c'est nos petits soldats qui défendent l'intérieur du vagin contre les microbes qui voudraient rentrer. Et quand ces petits soldats, donc la flore vaginale normale, elle fonctionne pas bien, il y a des microbes, des bactéries qui, elles, sont des ennemis, qui vont rentrer à l'intérieur du vagin. Et puis, comme il n'y a pas de défenseur, eh bien, elles vont coloniser l'intérieur du vagin. Elles vont créer une infection. Et donc, ça va faire, comme il dit, l'odeur du cul du poisson pourri, on dit des fois. Et ces bactéries ennemies, entre guillemets, souvent, elles viennent de la zone de l'anus. Parce que c'est pas loin, elles vont coloniser et puis ça va provoquer des pertes vraiment qui sont très mauvaises. Et ben, comment peut-on traiter une vaginose bactérienne, docteur? Alors, le traitement, c'est une antibiothérapie. Donc, c'est des antibiotiques qu'on prend par la bouche, par voie orale, et donc pour détruire ces bactéries qui ont agressé l'intérieur du vagin. Et puis, à côté de ça, les médecins peuvent prescrire des probiotiques, ce qu'on appelle des probiotiques, donc pour réensemencer la flore, de manière à redonner son équilibre à la flore vaginale et puis qu'elle puisse se défendre. Parce que si elle reste un petit peu abîmée, il y a un risque que ça recommence la vaginose en fait. Et dans ce cas, est-ce qu'il faut que Grégoire soit traité en même temps que son épouse? Non, c'est pas la peine parce qu'en fait, c'est pas une infection sexuellement transmissible. Donc, on a montré que ça servait pas à grand chose de traiter le partenaire. Donc, il faut vraiment traiter la femme. D'accord. Et la deuxième question vient de Nour qui vit à Yaoundé. Docteur, je me masturbe souvent et je ressens un souci sexuel. Mon éjaculation vient très vite, en moins de 2 minutes. Que faire? Et il précise, pour le moment, je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec une fille. Alors, c'est une question intéressante parce que quand on est jeune et qu'on n'a pas encore eu de relation sexuelle, on peut s'entraîner pour ne pas avoir d'éjaculation précoce le jour où on va avoir ses premiers rapports sexuels. Bon, ça va pas forcément marcher pour les tout premiers rapports sexuels, mais enfin, on peut s'entraîner. C'est-à-dire qu'il faut s'entraîner par la masturbation à prendre son temps, à aller lentement, à observer comment la respiration tranquille peut ralentir l'éjaculation. Et de même, il faut essayer d'avoir des mouvements qui vont ressembler à un rapport sexuel en couple, reproduire les mouvements de va-et-vient, si possible utiliser un lubrifiant et faire des mouvements de va-et-vient assez doux. Et l'idéal, c'est aussi de ne pas bouger sa main, mais de bouger son bassin, parce que ça va ressembler au rapport sexuel et entraîner le corps pour le jour où il aura ses premiers rapports sexuels et ça devrait mieux se passer. Et je peux vous raconter une chose, c'est qu'une fois, j'ai un patient qui est venu me voir et qui m'a dit, docteur, je vais vous raconter que moi, quand j'avais 15 ans, je me suis dit, plus tard, je ne veux pas avoir d'éjaculation précoce. Alors, je vais m'entraîner. Et donc, il s'est entraîné à gérer son excitation, à retarder son éjaculation. Et il m'a dit, ça a très bien marché parce que maintenant, j'ai 45 ans. Je peux vous dire que j'ai mon éjaculation quand je veux, je la contrôle très, très bien. Et c'est marrant parce que ce monsieur, il avait lu mon livre sur l'éjaculation précoce et il était venu me voir que pour me raconter ça, parce qu'il n'avait pas besoin de conseils, puisque ça allait bien. Et je me suis dit, je crois que c'est peut-être la seule consultation de ma carrière où quelqu'un est venu payer une consultation pour me dire, je voulais vous raconter mon expérience, sans me poser aucune question, mais juste vouloir m'expliquer à quel point ça pouvait bien marcher. Donc j'espère que ça pourra servir à nos spectateurs de suivre cet exemple. Et j'espère aussi. Nous restons à Yaoundé, au Cameroun, avec cette question de Céline. Elle dit, je suis en couple depuis 1 an et 3 mois. C'est lui qui a fait le premier pas. Il m'a séduite par ses paroles, par sa manière d'être. Quand il m'a déclaré sa flamme, je me suis dit, pourquoi pas. Aujourd'hui, il y a des hauts et des bas. Et je trouve que la routine prend le dessus. J'aimerais qu'il me séduise comme au premier jour. Comment expliquer qu'au bout d'un certain temps, la flamme s'endorme? Comment avoir des astuces pour se séduire? Comment puis-je convaincre mon chéri de me draguer encore? Alors, c'est intéressant parce que déjà, ce que j'aime bien dans l'histoire de Céline, c'est qu'elle dit, je me suis dit, pourquoi pas? Donc, elle n'est pas tombée amoureuse en le voyant, elle n'a pas eu le coup de foudre comme ça en le voyant. Et donc, c'est important parce qu'on peut comprendre que la séduction, c'est pas forcément agir pour que la personne tombe amoureuse de vous dans la seconde, mais c'est plutôt pour qu'elle ait envie de vous connaître, qu'elle se dise pourquoi pas, ça a l'air d'être un homme intéressant, j'ai envie de le connaître. Donc séduire, ça peut être stimuler la curiosité ou l'intérêt, et donc je trouve que c'est un bon début de commencer par le pourquoi pas. Bon, sinon évidemment au bout d'un moment, son partenaire cherche moins à la séduire parce qu'il se dit, ça y est, c'est fait. Parce qu'effectivement, on séduit quand on a peur de ne pas plaire suffisamment à l'autre. Quand on se dit,
comme il a dû se dire, cet homme-là, cette fille, elle est géniale, ça serait trop dommage que je lui plaise pas, alors je suis motivée, je vais faire le maximum pour la séduire. Et puis une fois qu'il sait que vous l'aimez, ben il se dit, maintenant je suis rassurée, elle va pas me quitter, donc j'ai plus besoin de faire d'efforts, je me tourne les pouces, comme on dit chez moi. Hein. Et donc, eh bien pourtant, on a toujours tort d'être totalement rassuré. Parce que, si vous voulez, l'autre ne vous appartient jamais, même quand on est marié, même depuis longtemps, même quand on a des enfants. L'autre peut toujours cesser de vous aimer, d'avoir envie d'être avec vous. Et donc, ce que je peux dire, c'est qu'il faut continuer à séduire et à montrer à l'autre qu'on a envie qu'il continue à vous aimer. Et qu'on sait que c'est pas... une donnée pour toute la vie éternelle, que l'amour, ça se cultive. Et donc, alors, ceci dit, on peut pas être non plus à 100% de la séduction tout le temps. Un couple, ça a aussi envie de construire, de faire des projets, et on peut pas être dans la séduction perpétuelle et sans rien faire d'autre, sinon ça serait plutôt superficiel. Donc là, je me rends pas compte où est l'équilibre, mais il faut avoir conscience de ces deux aspects, en fait. Hein. Et quels conseils vous pouvez concrètement donner à Céline, docteur? Alors, je peux lui dire déjà à Céline qu'elle a envie que son partenaire la séduise. Bon, d'accord, elle a raison, c'est une bonne idée. Mais ce que je peux lui dire, c'est que la séduction, ça doit aussi venir de la femme. C'est pas forcément aux hommes de séduire toujours leur partenaire. Elle peut aussi le séduire par des paroles, par des gestes, par des cadeaux, lui demander de partager des moments ensemble, de danser. Et puis, à un moment, ce que je veux dire aussi aux femmes, c'est que attention à la séduction, ça peut être un piège. Moi, j'explique souvent ça à mes patients, hommes ou femmes d'ailleurs, c'est qu'il y a des hommes qui sont pas très doués pour la séduction. Ils sont pas très baratineurs, si vous voulez, mais c'est des hommes très fiables qui sont toujours là pour vous rendre service, qui vont vous soutenir, qui vont vous encourager, mais qui sont peut-être pas des grands séducteurs. Peut-être que c'est des hommes plus intéressants que ceux qui sont des baratineurs, mais qui sont jamais là pour vous aider, qui sont très séducteurs. Et donc, il faut essayer d'avoir un petit peu de recul. Je dirais à la fois pour les femmes, de savoir apprécier un homme qui est pas un grand séducteur, et à la fois pour un homme qui est pas très doué pour la séduction, ben peut-être apprendre à être un petit peu plus séducteur quand même, parce que ça joue beaucoup sur le désir quand même. Donc, des conseils pour elle et pour les hommes. Très bien, merci beaucoup Dr Solano. Nous arrivons au terme de ce 7e épisode de notre émission Santé Intime. Nous espérons que vous aurez appris des choses qui vous seront utiles. Pensez à vous abonner aux différentes pages Facebook, YouTube du Dr Solano qui s'affichent à l'écran. Et n'hésitez pas à utiliser les mêmes canaux pour nous envoyer vos questions. Et vous pouvez nous donner la ville depuis laquelle vous nous écrivez, hein, également votre âge. C'est toujours plus sympa. Et si vous souhaitez que le Dr Solano continue à répondre à vos questions, n'hésitez pas à parler de l'émission autour de vous. Et voilà, merci docteur et à bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup Henriette et puis j'espère qu'on va continuer avec vous. Et j'espère aussi. Au revoir. Au revoir à tous.